Invité de la grande édition, on a le plaisir ce soir de recevoir une ministre française, la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Elle est en visite cette semaine en Israël. Aurore Berger, bonsoir Madame la ministre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est une visite qui survient dans un contexte, on le sait bien, tendu à plusieurs niveaux. Vos sentiments d'abord depuis votre arrivée ici en Israël, parce que vous étiez tout à l'heure sur l'un des sites malheureusement du massacre du 7 octobre, le festival Nova. Oui. Votre ressenti? J'étais donc sur le site du festival Nova, c'est la deuxième fois que je m'y rends, mais la première fois en tant que membre du gouvernement. Et puis après, j'étais au kibbutz Nirot et j'étais avec des familles de victimes. Donc évidemment, c'est le fait d'aller sur ces lieux, de se rendre compte par soi-même de la manière avec laquelle les choses se sont passées et puis d'être accompagné par des familles de victimes, ça revêt une émotion qui est très particulière et je veux emporter ça avec moi en France, c'est-à-dire montrer à toutes celles et ceux, notamment ceux qui se permettent de douter de ce qui s'est produit le 7 octobre, que ça a eu lieu et qu'on n'oublie pas la mémoire du 7 octobre parce que quand on est plus éloigné géographiquement, quand on est plus éloigné parce qu'on n'a pas de lien particulier avec ce qui s'est passé, finalement, le souvenir, il s'efface, il s'estompe et il faut que ce souvenir reste vivace parce que 51 Français sont morts, parce qu'au-delà de ça, ce qui a touché, c'est au-delà des attentats terroristes. C'est le fait que ici, au sein même de ce qu'est un État-refuge, de ce qu'est le seul État-refuge au monde pour les Juifs, il y a eu une tentative de volonté d'extermination à nouveau qui s'est produite. Et je pense qu'il faut qu'on mesure ce que ça signifie dans la chair de chacun. Alors justement, c'est important ce que vous dites. Vous pensez justement que la France comprend aujourd'hui pourquoi Israël est en guerre et contre qui surtout se bat Israël aujourd'hui? Mais on a la même ligne de front. On a une ligne de front qui est la question du terrorisme islamiste. La France est un pays qui a été à de multiples reprises touché par le terrorisme islamiste, aussi au regard de ce que représente notre pays. Une voix singulière à travers le monde des libertés fondamentales, des valeurs qui y sont portées, comme la laïcité. Et donc notre pays a été touché. Donc ça veut dire qu'on a une ligne de front commune face au terrorisme islamiste. Ici, c'est le Hamas qui a frappé. En tout cas, le 7 octobre, c'est le Hamas qui a frappé. Certains ont eu du mal même à nommer, à dire le mot terrorisme, en parlant même d'actes de résistance. C'est quoi la résistance quand on voit que des jeunes ont été chassés presque comme du gibier à Nova? C'est-à-dire qu'on leur a tiré dessus sans leur laisser aucune chance. Quand on va sur le site, on réalise qu'on est sur un lieu désertique. On ne peut pas se cacher, on ne peut pas se dissimuler. Donc on est pris pour cible où qu'on soit. Et quand on va dans les kibboutz, on est dans un kibboutz où les habitants étaient habitués à travailler avec des Gazaouis, habitués à prôner un message qui était un message de paix, un message d'espérance. Et immédiatement, ils ont vu arriver au sein même de leur refuge, c'est-à-dire leur maison, des terroristes et aussi des civils qui sont venus pour piller ensuite les maisons, voire qui parfois ont participé même au massacre. Donc évidemment, il faut avoir ce souvenir extrêmement vivace à l'esprit. Ouais, c'est important de rappeler effectivement des enfants, des vieillards. Alors un mot sur votre programme, parce qu'il est chargé. Yad Vashem, des rencontres évidemment également avec des responsables politiques ici. Est-ce que l'objectif, au passage, c'est de raviver cette relation France-Israël qui, comme on le sait, ne vit peut-être pas ses meilleurs moments en ce moment? La faute à qui d'ailleurs? Alors, moi, je suis venue parce que je suis en charge notamment de la lutte contre l'antisémitisme. Et depuis le 7 octobre, le dialogue franco-israélien dans la lutte contre l'antisémitisme avait été interrompu. Et c'était extrêmement important pour la France que ce dialogue puisse reprendre. Raison pour laquelle je suis là pour porter cette voix au niveau gouvernemental. Et ça me paraissait essentiel parce qu'on a cette ligne de front commune dans la lutte contre le terrorisme islamiste. Mais dans la lutte contre le terrorisme islamiste, la question de la lutte contre l'antisémitisme, c'est évidemment intrinsèquement lié. Et donc, on doit aborder ce combat ensemble, évidemment. Donc, à la fois les visites qui étaient importantes, le lien aussi avec les familles de victimes. J'étais encore avec l'une d'entre elles juste avant d'entrer sur votre plateau, la femme d'Ohad, qui a réussi à sauver ses enfants et à s'échapper des mains des terroristes du Hamas juste avant d'entrer dans Gaza, même si son mari, lui, n'a pas survécu à ses blessures parce qu'il avait pris les armes pour essayer de sauver sa famille au sein du kibboutz. Donc ces rencontres, elles sont évidemment précieuses, des rencontres avec des responsables politiques israéliens pour réaffirmer que au-delà de désaccords qui peuvent exister entre nos gouvernements, parce que dans une relation qui est une relation amicale et franche, on a le droit d'avoir et d'exprimer des désaccords de part et d'autre d'ailleurs, mais il y a quelque chose de plus fondamental qui nous relie, et ce qui nous relie, c'est un lien historique, indéfectible et d'amitié entre nos deux peuples et aussi entre nos deux États, entre nos deux nations. Alors c'est ça. Pourquoi, d'après vous, autant de dissensions entre des pays qui, comme vous le dites, partagent tellement de valeurs communes? Est-ce que vous pensez qu'il y a des moyens de reconstruire cette relation, une relation de confiance aujourd'hui? Ça passe par quoi, d'après vous? Déjà, on a plus de 200 000 Français
qui sont en Israël, qui sont pour la plupart des binationaux d'ailleurs, qui sont franco-israéliens. Et je me suis adressée à eux aujourd'hui depuis notre ambassade pour dire à quel point ils sont des ponts et des passeurs absolument essentiels, parce qu'ils viennent de tous les endroits de notre pays, parce qu'ils ont choisi un moment de s'établir en Israël. Certains peut-être pour toute leur vie, d'autres pour un passage, certains y élèveront leurs enfants, d'autres feront des allers-retours. Il y a ce lien très puissant avec la France et je pense que ça déjà c'est quelque chose qui est essentiel en termes de passerelle. Donc rien que ça c'est un espoir et une espérance évidemment sur la manière avec laquelle nous devons aborder cette relation, qui doit être une relation encore une fois franche, honnête, sincère, mais une relation amicale. Et puis nous employés, nos forces diplomatiques ici travaillent au quotidien à ça. Et il faut aussi avoir en mémoire ce que la France a fait, à quel point la France a agi pour la libération de chacun des otages, avec toutes nos forces diplomatiques qui ont été absolument déployées, la manière avec laquelle nous avons tout fait pour protéger nos ressortissants, pour les accompagner, pour accompagner les familles des victimes. Et ce travail se poursuit aujourd'hui, il ne s'arrêtera jamais, parce que parfois c'est toute une vie de reconstruction. Donc ça, c'est aussi extrêmement important. Et puis aussi leur dire le combat très déterminé que mène notre pays dans la lutte contre l'antisémitisme. Parce que je ne veux pas qu'un seul Français juif ait le sentiment d'être laissé pour compte, d'être laissé à l'abandon. Non, la France combat de toutes ses forces l'antisémitisme. Je combats au sein du gouvernement de toutes mes forces l'antisémitisme. Alors justement, il y a eu cette émotion vendredi dans les jardins de l'Élysée, oui. Le chêne planté en mémoire d'Ilan Halimi, Emmanuel Macron qui était présent avec des mots très forts. Vous avez prévu vous-même de vous rendre, m'a-t-on dit, sur la tombe d'Ilan Halimi à Jérusalem. Est-ce que pour vous, c'est une manière justement de prolonger cette émotion, ce soutien de la France envers ses compatriotes juifs ? Il y a 20 ans, Ilan Halimi a été assassiné. Et assassiné pourquoi ? Assassiné parce qu'il y a des préjugés antisémites qui malheureusement ont perduré et qui ont survécu au siècle. Il a été pris pour cible parce qu'il était un jeune homme français, juif, et que donc comme il était juif, sa famille avait de l'argent et pourrait payer une rançon. C'est ça le point de départ, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a 20 ans déjà, il y avait des débats sur la qualification même d'antisémitisme que ce crime revêtait. Alors qu'il n'y a évidemment aucun doute sur le caractère antisémite. Mais de cela, la famille a accepté aussi qu'on porte l'héritage d'Ilan, qu'on puisse créer un prix qui porte son nom, le prix Ilan Halimi, qui combat dans le même mouvement l'antisémitisme et le racisme, parce que c'est la force de la France, justement, de ne pas trier, de ne pas hiérarchiser, de combattre toutes les formes de haine et dans le même mouvement. On n'a jamais eu autant de candidatures que cette année. Et ça, c'est aussi un motif d'espoir, de se dire que là où parfois on a une génération qui s'égare parce qu'elle est abreuvée ici par la France insoumise et de l'autre côté par TikTok, on a aussi une jeunesse qui s'engage, on a aussi une jeunesse qui résiste, on a une jeunesse qui transmet ses valeurs. On voit peut-être moins. Et ça, c'est essentiel. Oui, mais j'ai besoin et nous avons besoin d'espoir. Et nous avons besoin de leur donner la parole. Et je préfère donner la parole à celles et ceux qui s'engagent, à celles et ceux qui combattent contre l'antisémitisme, contre le racisme, contre toutes les formes de haine, plutôt qu'être uniquement dans le regard de ceux qui, malheureusement, ont préféré se jeter dans les bras de la haine. Il faut combattre, il faut se mobiliser, mais il faut aussi être empreint d'espérance et aller vers cette jeunesse qui s'engage. Voir cette jeunesse, effectivement. Alors, précisément, vous avez régulièrement, on le sait bien, des prises de position très fortes. Vous en prenez à ceux qui parlent de génocide à Gaza, falsification historique. Vous dénoncez aussi ceux qui cherchent à maquiller leur antisémitisme sous la forme de l'antisionisme, ce terme antisioniste. D'ailleurs, vous soutenez la loi Yadan. Alors, ces prises de position, elles nécessitent du courage. On l'imagine en France aujourd'hui. Est-ce qu'elles ont un prix politique, personnel, pour vous ? En tout cas, moi, peu importe. J'ai toujours dit la même chose. J'ai toujours tenu le même discours. Je ne tiens pas un discours différent quand je suis en Israël et quand je suis en France. Je tiens toujours le même discours. Et mon discours, il est clair. Il est que le combat contre l'antisémitisme aujourd'hui, c'est un combat contre l'antisionisme. Que l'antisionisme, ça n'est pas la critique libre du gouvernement et de la politique du gouvernement israélien. Ça, chacun est libre d'avoir l'avis qu'il veut. Et en Israël, il y a beaucoup de débats, justement, par les Israéliens eux-mêmes sur le sujet. L'antisionisme, c'est la volonté de délégitimer Israël comme étant le seul État refuge au monde. Et ça, c'est insupportable. Et ça, la France s'y opposera de toutes ses forces. C'est la raison pour laquelle le gouvernement soutient la proposition de loi de Caroline Yadan, qui est députée des Français de l'étranger, notamment des Français et des Franco-Israéliens, et qui est très engagée. Je salue aussi son grand courage sur le sujet. Et cette loi, elle va passer parce qu'il y a une majorité, j'en suis convaincue, pour l'adopter à l'Assemblée nationale. Et ça veut dire concrètement que celles et ceux qui, aujourd'hui, maquillent leurs insultes antisémites en ciblant les Français juifs, en les traitant, par exemple, de génocidaires, qui est quand même un renversement
accusatoire, un renversement historique absolument insupportable, eh bien, ceux-là doivent pouvoir être poursuivis, doivent pouvoir être condamnés. Ce n'est pas de la liberté d'expression, l'insulte. Ce n'est pas la liberté d'expression, la négation même de la capacité d'Israël à exister. Ils pourront toujours critiquer. Ça, ils en ont le droit. Parce que nous sommes une démocratie dans notre pays, évidemment, comme Israël l'est. Mais par contre, non, on n'appelle pas à la destruction d'un État reconnu par les organisations internationales et par la France. Et on ne renverse pas comme ça la charge de l'histoire. Et puis il y a urgence aussi. On sait que c'est un phénomène européen, malheureusement, aujourd'hui, l'antisémitisme. Oui. Vous êtes d'accord avec le diagnostic ce matin de Rachida Dati, ministre de la Culture, quand elle dit que l'antisémitisme est ancré dans notre pays aujourd'hui ? En tout cas, il y a un risque de réenracinement de l'antisémitisme. Et ce risque de réenracinement, il est dû à qui ? Il est dû à la France insoumise. Et il faut avoir le courage de le dire. Il faut le dire dans ces mots-là, de manière extrêmement claire et extrêmement déterminée. Il y a clairement une responsabilité historique et accablante de l'extrême gauche, qui a voulu, par calcul, par cynisme électoral, cibler de facto les Français juifs en les rendant responsables en France de ce qui se passe ici, de ce qui se passe à Gaza. Il n'y a pas un Français juif, il n'y a pas un juif qui est responsable de la situation. Il y a des situations diplomatiques et des situations humanitaires. La France œuvre en la matière, mais c'est insupportable d'avoir cette manière de prendre pour cible. Et en plus, j'ajoute, et je pense que c'est important de le dire, que grâce à ça, la France insoumise fait la courte échelle au Rassemblement national. Parce que le Rassemblement national, derrière, a la possibilité de se refaire une forme de virginité sur le dos d'Israël, sur le dos des Français juifs. Et ça, c'est aussi absolument insupportable. Alors justement, vous ciblez la France insoumise, c'est important. Il se pourrait que dans certains secteurs, on sait qu'il y a des échéances électorales dans pas très longtemps, il faille choisir entre un candidat LFI ou RN. Est-ce que pour vous, le choix, il est évident dans certains cas ? Mais en fait, le choix, c'est de combattre. Le choix, c'est de faire en sorte que justement, les Français ne soient pas réduits à cette option, qui est une option mortifère pour le pays. Moi, je ne veux pas de cette tenaille identitaire, qui serait une tenaille pas uniquement pour les Français juifs, mais une tenaille pour tous les Français. De se dire que le seul choix qu'ils auraient donc en 2027, ce soit entre l'extrême droite d'un côté et l'extrême gauche de l'autre, je pense qu'il y a mieux à faire pour notre pays. Et pour ça, il faut de la détermination, il faut du courage, il faut de la clarté, il faut de l'unité aussi dans les candidatures pour qu'il y ait une candidature unique qui puisse exister en 2027. Donc on peut inverser cette tendance effectivement à la fracture entre extrême gauche et extrême droite. Justement, vous pensez pouvoir incarner au sein de votre parti Renaissance, on sait que ça varie beaucoup d'un bord à l'autre, l'unité vous-même ? En tout cas, moi, je plaide pour la nécessité d'une candidature unique. Et je ne lâcherai pas dessus. Parce que si, en 2027, on a le Rassemblement national qui est élu à la tête de notre pays, avec un risque le lendemain d'une majorité absolue, nous aurons, nous, une responsabilité qui sera accablante si nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord sur une candidature unique. Donc je plaide pour une primaire, je plaide pour que les Français choisissent, je plaide pour que ça crée un élan dans le pays. Je plaide pour qu'on puisse confronter des idées, des visions, des projets. Donc moi, de toutes mes forces, je ferai en sorte qu'il y ait une candidature unique pour que les Français n'aient pas le choix entre uniquement le Rassemblement national et la France insoumise. D'ailleurs, pour conclure, vous êtes jeune, Aurore Bergé, vous avez encore une bonne partie de votre carrière devant vous. Un peu plus d'égalité homme-femme à l'Élysée, ça pourrait faire du bien à tout le monde, vous pensez ? Écoutez, dans un récent sondage, 90% des Français disent être prêts à élire une femme présidente de la République. Ça veut dire qu'on a progressé aussi sur la perception du pouvoir, qui n'est pas forcément au masculin. Le pouvoir n'a pas de sexe, la responsabilité n'en a pas, le courage n'en a pas. Donc il faut qu'on puisse, que tous les talents puissent s'exprimer. Mais moi, ma première responsabilité, elle est déjà au sein du gouvernement, donc des sujets qui sont, je crois, essentiels. Et elle est ensuite sur la garantie qu'on puisse avoir une candidature unique. En tout cas, j'y mettrai beaucoup de détermination et d'engagement. En tout cas, vous êtes prête, on le sent bien. Merci beaucoup encore à vous, Madame la Ministre Aurore Bergé, d'être venue, d'avoir accepté cet entretien sur i24 News et bonne suite de séjour ici en Israël.